L'art figuratif de la Grèce antique est un récit sculpté dans la pierre, peint sur la céramique, gravé dans le marbre des temples et des statues. Il traverse des siècles, évolue, se transforme, au rythme des croyances, des idées et des ambitions humaines. Par art figuratif, j'entends ici l'architecture, la peinture et la sculpture. Ces trois piliers d'un héritage qui a façonné la vision du beau et de l'harmonie dans tout le monde occidental. Mais l'art grec ne se limite pas à l'esthétique. Il est un langage, une voix qui porte les récits des dieux et des héros, qui célèbre les corps et les âmes, qui sert la cité et ses citoyens. Tantôt outil du sacré, tantôt reflet du pouvoir, tantôt miroir de la condition humaine, il se métamorphose avec le temps. Chaque époque lui donne un rôle, une fonction, un visage nouveau. Ce voyage, nous le ferons en 3 escales. L'époque archaïque, du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, où l'art pose ses premières bases empreintes de solennité et de rectitude. L'époque classique, du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ, où il atteint l'équilibre parfait entre idéal et réalisme. Et enfin, l'époque hellénistique, du 4e au 2e siècle avant Jésus-Christ, où l'émotion, le mouvement et la grandeur éclatent dans une explosion de vie. Alors, embarquons ensemble. Laissez les vagues du temps nous emporter vers ces merveilles sculptées par la main des hommes et façonnées par l'esprit des dieux. Bienvenue sur le navire. L'âge archaïque est celui des premiers élans, des premières pierres taillées avec l'ambition d'atteindre le divin. Héritiers des constructions monumentales de l'Égypte, les Grecs s'approprient la colonne et l'entablement, mais transforment l'espace sacré en ouvrant leur temple au regard du monde. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, surgissent les premiers sanctuaires en pierre, où les colonnes, loin d'être dissimulées à l'intérieur, ceinturent les édifices d'une majesté sobre et puissante. C'est l'âge de l'ordre dorique, massif, austère, presque guerrier, dont la force tranquille évoque la stabilité et l'immuabilité des dieux. Mais déjà, au cœur des cités, l'architecture se glisse dans le quotidien. Les premières stoas, longues galeries couvertes bordant l'agora et dont il ne reste que des ruines, abritent les échanges et les palabres, esquissant l'ombre des grands débats à venir. Sur les céramiques, seuls témoins qui nous restent de la peinture archaïque, les formes humaines apparaissent encore schématiques, rigides, enfermées dans des tracés géométriques. Noires sur fond d'argile, elles racontent la guerre des héros, les amours des dieux, le deuil des mortels. L'image, avant tout narrative, grave dans la mémoire collective les mythes fondateurs et veille sur les défunts. Sur les amphores funéraires attiques, les vivants pleurent les disparus, leur douleur exprimée par des silhouettes à peine esquissées, comme si l'art hésitait encore à capter la chair et l'émotion. Mais c'est dans la sculpture que perce déjà un souffle de vie. Inspiré des statues égyptiennes, les kouroi et koraï, figures figées dans l'éternité, se tiennent debout, droits et hiératiques, un sourire énigmatique figé sur leurs lèvres. Ce sourire archaïque, expression étrange et intemporelle, semble hésiter entre la vie et la pierre, comme si les sculpteurs cherchaient encore à insuffler une âme à leur création. Taillées dans le marbre, offertes aux dieux ou dressées sur les tombes, ces statues célèbrent à la fois la jeunesse, la vigueur et un idéal naissant de beauté masculine. Déjà, derrière leur immobilité solennelle, se dessine l'ombre d'un mouvement futur, celui qui, à l'âge classique, libérera les corps et fera vibrer la pierre. Ainsi, l'âge archaïque est un premier battement de cœur, un prélude où l'art cherche encore ses formes et son langage. Il pose les fondations de ce qui deviendra l'un des plus grands héritages esthétiques de l'humanité. Un monde où la pierre, la couleur et la lumière s'uniront bientôt pour célébrer non plus seulement les dieux, mais aussi la grandeur des hommes. L'âge classique est celui de l'équilibre parfait, où l'art s'affine et se discipline pour atteindre une beauté mesurée, presque divine. En architecture, les lignes se tendent vers une harmonie absolue, où chaque colonne, chaque fronton,
chaque portion obéit à une rigueur presque musicale. Le Parthénon, chef-d'œuvre d'Athènes, en est l'incarnation suprême. Ses colonnes inclinées corrigent les illusions d'optique. Sa structure repose sur des calculs savants qui échappent à l'œil mais subliment l'ensemble. L'ordre ionique, plus élancé, plus gracieux, s'impose à côté du dorique, apportant finesse et mouvement à ces temples érigés non plus seulement pour les dieux, mais aussi pour glorifier la cité. L'urbanisme, sous l'impulsion d'Hippodamos de Milet, s'organise en un quadrillage rationnel, annonçant une société où la raison et l'ordre deviennent les piliers du quotidien. Les premiers théâtres de pierre s'élèvent, ouvrant un espace où la parole et le drame deviennent instruments de réflexion collective. L'architecture, au-delà du sacré, devient alors le reflet de la politique, de la puissance et de l'harmonie sociale. La peinture, elle aussi, se dépouille de l'austérité archaïque pour embrasser la narration et la précision du trait. Les motifs géométriques s'effacent des poteries, laissant place à des figures animées, à des scènes mythologiques empreintes de réalisme. Les vases à figures noires du VIe siècle laissent progressivement place aux vases à figures rouges du Ve siècle avant Jésus-Christ, où les artistes jouent avec les contrastes et la profondeur. Les premiers jeux d'ombre et de perspective apparaissent, révélant un désir d'illusion et d'immersion, comme si l'art cherchait déjà à capturer un fragment de réalité. Toujours au service des rites funéraires et religieux, la peinture se fait aussi pédagogique. Elle raconte, enseigne, transmet les exploits des dieux et des héros, inscrivant dans la mémoire collective les valeurs d'une civilisation. Mais c'est peut-être dans la sculpture que l'âge classique atteint son plus haut degré de raffinement. L'immobilité solennelle des couroilles fait place à des corps en mouvement, où l'harmonie des formes épouse l'élan du geste. Miron sculpte son discobole, figé dans une tension parfaite, équilibre entre force et grâce. Polyclète établit son canon, idéal mathématique du corps humain où chaque membre répond à une proportion exacte. Phidias, lui, insuffle une majesté divine à ses statues de Zeus et d'Athéna, donnant à la pierre l'illusion du souffle. La sculpture se détourne alors du simple culte funéraire pour célébrer l'homme dans toute sa grandeur. Elle exalte les vainqueurs, immortalise les figures politiques, érige en modèle les corps athlétiques, incarnation de la beauté et de la vertu. Ainsi, l'âge classique façonne un art qui ne cherche plus seulement à honorer les dieux, mais à représenter un idéal. Tout y est équilibre, mesure, perfection. Un instant suspendu dans le temps, où l'homme et l'art ne font plus qu'un, avant que l'ouragan hellénistique ne vienne briser cette harmonie figée pour y insuffler plus d'émotion, plus de vie. Dans le sillage des conquêtes d'Alexandre, l'art grec s'épanouit, se libère, s'ouvre aux émotions du monde. L'architecture devient un théâtre grandiose où se joue la puissance des cités. L'ordre corinthien, délicatement orné de feuilles d'acanthe, élève des colonnes toujours plus élégantes, tandis que les temples s'agrandissent, les palais se déploient, et les bibliothèques abritent le savoir des peuples. Grâce aux premières utilisations du béton et aux nouvelles techniques de construction, les bâtisseurs repoussent les limites de la matière, sculptant l'espace avec une audace inédite. Les théâtres, parfaitement conçus, murmurent aux foules les tragédies et les épopées, et les places publiques résonnent des débats et des pas de ceux qui font l'histoire. L'architecture n'est plus seulement un hommage aux dieux, elle devient le reflet des ambitions humaines, de la grandeur et du raffinement d'une civilisation en pleine effervescence. Sur les murs des demeures et des sanctuaires, la peinture s'anime. La lumière danse sur les fresques, les ombres se fondent dans les couleurs, donnant vie aux regards, aux étoffes, aux paysages lointains. Les artistes jouent avec la perspective, trompent l'œil du spectateur, ouvrent des fenêtres sur des mondes imaginaires et des scènes du quotidien. On y lit des récits, non plus seulement ceux des dieux et des héros, mais aussi ceux des hommes, de leur joie discrète,
et de leurs instants suspendus. L'art pictural devient un miroir sensible de la vie, une célébration du fugace et du tangible. Et puis, il y a la sculpture, peut-être l'aboutissement le plus bouleversant de cet âge. La pierre et le bronze se plient enfin à l'émotion humaine. Les corps ne sont plus figés dans une sérénité divine. Ils respirent, ils souffrent, ils luttent, ils aiment. La peau frissonne sous le ciseau du sculpteur. La tension des muscles raconte l'effort. Le regard trahit l'angoisse ou l'extase. Laocoon et ses fils se débattent dans un tourment de marbre. La victoire de Samothrace semble prête à s'élancer, et les portraits des hommes s'éloignent de l'idéal pour révéler les rides, la fatigue, la profondeur des âmes. La sculpture n'est plus une simple offrande funéraire ou un hommage aux dieux. Elle devient une exaltation de l'existence, une ode au mouvement, à la passion, à la grandeur et à la fragilité humaine. L'âge hellénistique est un souffle nouveau, une onde de liberté qui traverse la pierre et les pigments, qui rompt avec la perfection figée du passé pour embrasser la vie dans toute son intensité. L'art n'impose plus seulement un idéal, il raconte une histoire, celle d'un monde en perpétuel changement, d'une humanité en quête d'émotion et de sens. Et aujourd'hui encore, à travers les ruines et les statues, nous entendons son écho, vibrant comme un murmure venu du fond des âges. Des premières figures rigides de l'âge archaïque au drapé de l'âge hellénistique, l'art grec a tracé une trajectoire où la pierre, la peinture et l'espace bâti ont progressivement abandonné la simple imitation du réel pour atteindre une vérité plus profonde, celle de la vie en mouvement. D'abord figé dans la frontalité et la symétrie, l'art figuratif grec s'est affranchi des formes élémentaires pour épouser les lois de la perspective, du modelé et de l'anatomie. En peinture, l'ombre et la lumière ont appris à dialoguer, façonnant des scènes plus vivantes et immersives. En sculpture, le marbre s'est assoupli sous le ciseau des maîtres, capturant tour à tour la sérénité idéale des dieux et les tourments humains. Quant à l'architecture, elle a transcendé la simple utilité religieuse pour devenir le décor majestueux d'une cité en pleine mutation, oscillant entre la rigueur dorienne et l'exubérance corinthienne. Mais au-delà de la perfection technique, c'est une évolution de la pensée qui s'esquisse. L'âge classique cherchait la beauté rationnelle, l'harmonie absolue, tandis que l'âge hellénistique, porté par l'élan des conquêtes et la diversité des peuples, a ouvert l'art à l'expressivité, au mouvement, à la théâtralité. De temples en bibliothèques, de frontons en statues tragiques, l'art grec a cessé d'être une simple offrande aux dieux pour devenir un miroir du destin humain. Aujourd'hui encore, le Parthénon se dresse, défiant le temps, et les figures de Laocoon et d'Alexandre semblent prêtes à s'animer. Héritiers de cette quête infinie entre équilibre et passion, nous contemplons ces chefs-d'œuvre comme les échos d'une civilisation qui, à travers la pierre et la couleur, n'a cessé de questionner le beau et l'éphémère.